Pourquoi le sommeil des femmes? Vous allez voir que c'est pas pour rien, c'est parce que d'abord c'est pourquoi est-ce qu'on parlerait de sommeil en général alors qu'on est des femmes, que je m'adresse aux femmes et que c'est pas du luxe qu'on fasse des choses qui soient vraiment, qui intéressent directement les femmes. Et là, vous allez voir à quel point tout ce qu'on va dire là aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment pour les femmes. Bon, les garçons en profitent parce que dès qu'une femme va mieux, automatiquement, les garçons, ils en profitent. Ils le sentent tout de suite, la différence. Donc, résoudre le sommeil des femmes, les problèmes de sommeil des femmes avec l'aromathérapie holistique, c'est encore plus intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc, et en fait, il n'y a pas tellement longtemps que la communauté médicale s'est concentrée sur les troubles de sommeil des femmes. Hein. Il était temps. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui concerne tout le monde quand il s'agit de femmes, donc les communautés médicales s'en foutent un peu. Mais enfin, là, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, ils se sont penchés dessus. Et ils ont trouvé que les femmes, en fait, sont 2 fois plus susceptibles que les hommes d'avoir des problèmes d'endormissement ou à rester endormies. Nous, quand on est femmes, on le sait. Mais il a fallu quand même qu'il y ait je pense, peut-être des hommes qui se pensent à la question. Alors, on sait que les jeunes femmes, en général, ont un sommeil plus sain et moins de perturbations de sommeil. Ouais, de toute façon, quand on est jeune, en général, dès qu'on vous pose, moi je vois ça sur mes gosses, autant quand ils étaient petits, autant dès qu'ils ont dépassé les 10 ans, on les pose, il n'y a plus personne, ça dort. Hein. Et ça peut durer longtemps. Et il y a certaines femmes qui sont aussi sujettes à des problèmes de sommeil tout au long de leurs années de procréation. Ça, c'est pas difficile à comprendre, on va en reparler. Mais il y a une grande majorité de femmes qui ignorent ça et qui ne savent pas que ça vient de quelque chose de très très féminin. Donc il faut vraiment en parler, il faut leur mettre les yeux en face des trous par rapport à ça, de façon à ce qu'elles évitent, comme d'habitude, de prendre des médicaments qui ne vont absolument pas résoudre leurs problèmes et qui vont juste les intoxiquer. C'est toujours la même chose. Hein. Moi, je vous explique comment éviter des médicaments complètement inutiles. Hein. Alors, on va parler des facteurs qui altèrent le sommeil. Alors, effectivement, l'erreur pour une femme est de ne pas chercher l'origine de son problème de sommeil et surtout de ne pas connaître les facteurs qui peuvent affecter le sommeil des femmes. Alors, l'insomnie, c'est un des symptômes les plus courants du syndrome prémenstruel. Voilà. Mais il y a aussi le stress psychosocial qui peut menacer le sommeil, en plus des changements hormonaux, des variations hormonales donc, et il y a pas mal de jeunes femmes qui réduisent leur sommeil tout simplement pour faire face à leur travail, à leur rôle de mère et d'épouse. Donc, les facteurs qui altèrent le sommeil, ça peut être tout simplement des changements dans les niveaux hormonaux. Il y a évidemment le stress pour changer, la maladie, hein, évidemment, le mode de vie surtout, l'environnement de sommeil. Alors ça c'est clair que quand on a quelqu'un qui est tellement bruyant la nuit que oui, voilà, on peut être condamné au bout de caisse toute sa vie. Hein. Alors, il y a surtout, alors là je vais vous décortiquer un petit peu ça, il y a quelque chose que je vois revenir énormément parmi les femmes dont je m'occupe, j'appelle ça la fatigue de la working girl. Il y a quand même beaucoup trop de femmes qui ne se rendent pas compte de à quel point, je veux dire, elles tiennent sur les nerfs et à quel point elles sont même plus capables de retrouver un rythme de sommeil normal. Il y en a qui ne veulent pas juste se contenter pardon, de rentrer chez elles. Bon, en fait, il faut dire qu'aussi qu'on a des gosses, je veux dire. S'il faut travailler toute la journée, récupérer les gamins, s'en occuper, il y en a qui ont envie d'avoir un peu de temps pour elles. Hein, et du coup, elles finissent par aller au lit autour de minuit. C'est ce que je vois de plus en plus. Et pourtant, c'est la cata. Parce que ça veut dire que
elles ne dorment pas assez. Et en fait, ce manque de sommeil provoque beaucoup de déséquilibres, qui soient en même temps physiques ou émotionnels et interconnectés, évidemment, d'habitude. Quand c'est dans un sens, ça va aussi dans l'autre sens. Et donc, elles viennent me demander de l'aide, et quand je leur dis, oui, mais bon, peut-être commencer par changer vos habitudes par rapport à ça, elles me regardent du genre, ah oui, mais non, non, non. Oui, mais le problème, c'est que ça vient de là. Ce qui est ironique, c'est que y a pas mal de jeunes femmes qui ne dorment pas parce qu'elles se sentent invincibles pendant très longtemps. Et ce qui est dramatique, ça je trouve ça vraiment vache, c'est que, bon, c'est vrai qu'on peut être des bulldozers. Hein. Moi, je fais partie de ces bulldozers qui, pendant des années, je veux dire que, ouais, il n'y a rien qui m'arrêtait. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, quand on prend de l'âge, où si on ne fait pas extrêmement attention à son sommeil, c'est foutu. Et dès les premiers signes de préménopause, eh ben, c'est nos variations hormonales qui vont nous empêcher de dormir ou d'avoir une bonne qualité de sommeil. Et ça, malheureusement, la plupart du temps, personne ne s'y attend parce que on ne se doute pas que la préménopause peut commencer aussitôt que, je ne sais pas, 35, 38 ans. Hein. C'est clair que ça peut durer extrêmement longtemps. Hein. On peut se faire 20 ans de préménopause, les filles, hein, accessoirement. Là, je suis en plein. Là, je me demande quand est-ce que ça va finir chez moi. C'est pour me dire, ça va me faire quasiment 20 ans. Je toujours pas fini. Donc, je sais de quoi je cause. Ça peut être très long, mais il faut savoir que c'est ça. Parce que le fait de savoir que c'est ça nous permet d'agir correctement. Sinon, on va se bourrer de médicaments complètement idiots. Parce qu'effectivement, le sommeil et les hormones, c'est pas un mythe, hein, ça existe. Déjà, normalement, il faudra, j'espère que je vous apprends rien si je vous dis que dormir suffisamment, ça améliore le rendement au travail, la concentration, l'interaction sociale, le sentiment général de bien-être. Hein. Et lorsqu'on a un sommeil bien profond, notre corps en profite pour se régénérer, surtout au niveau du système nerveux et pour fabriquer la vie. Hein. Et là, il n'y a pas moyen de passer au travers. Je sais pas si, je pense que parmi vous, il y en a plein qui ont fait le test. Les premières semaines de grossesse. Alors, c'est vrai que moi, je m'en rappelle comme si c'était hier, quoi. J'avais jamais eu cette sensation d'être écrasée à ce point, de ne plus pouvoir bouger. Je me vois encore, j'étais dans une sorte de rocking chair, un truc avec les pattes en l'air comme ça, et puis je ne pouvais plus bouger. Et c'est là peut-être que je me suis rendu compte que j'avais les seins là et écrasés, quoi. Et pas de patience. Et c'est vraiment pas le moment de commencer à me gonfler la vie, de me demander fais ci, fais ça. Ah non, 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 non. Vous me foutez la paix, je ne bouge plus. Et ça, c'est, il y a marqué, t'es enceinte. Sur ton front. Là, en général, on n'a absolument aucun doute. Et c'est là qu'on découvre les joies de se sentir écrasé par la fatigue. Et c'est marrant parce que bon, ma fille me dit souvent que quand elle m'écoute parler de grossesse et d'accouchement, c'est pour elle la meilleure contraception qui existe. C'est vrai que je ne suis pas dans la dentelle dans ces cas-là. Mais il faut avouer que quand même, dès les premières semaines, on est souvent écrasé de fatigue. C'est le seul trimestre relativement sympa, je dirais, bon, en dehors des problèmes digestifs quand on en a. Le second, ça peut passer. Ben alors le troisième, au niveau sommeil, là, c'est cuit, quoi. Je veux dire, on a le bébé qui gigote dès qu'on s'arrête, qui nous tape dans l'estomac, ça nous fait des remontées ça nous fait des brûlures d'estomac, etc., qui nous presse sur la vessie, il faut qu'on se réveille plusieurs fois par nuit pour aller faire pipi. Et puis on a évidemment tout qui se distend, on a mal dans les hanches, dans les jambes, dans les crampes partout, enfin, c'est le pied, tout ça. Yes, vive le troisième trimestre. Mais le problème, c'est que c'est que le début, parce que autant s'habituer le plus vite possible à utiliser les huiles, il faut commencer là le plus vite possible, parce que si on n'apprend pas à bien dormir déjà au troisième trimestre, je ne vous raconte pas ce qui va se passer dès que le bébé sera là. Donc, j'ai eu pitié. J'ai été mettre, pour celles à qui ça arrive, un petit mélange à tout faire spécial troisième trimestre de grossesse. Parce qu'on ne va quand même pas parler sommeil de femme sans parler du sommeil de la femme qui est enceinte et qui bosse en permanence.
Donc, petit mélange à tout faire pour le troisième trimestre avec néroli, géranium, pamplemousse, en massage sur la poitrine, le haut du dos, les avant-bras si on veut, ok, avant d'aller au dodo, ok. C'est de la rééducation, ça. Il faut commencer par ça. Et puis, il y a dormir quand on a un bébé. Alors, c'est clair que c'est bien, je suis bien contente d'avoir trouvé cette photo. Je dois avoir plein de photos de moi, en fait, avec la mienne, mais elle n'aurait peut-être pas voulu que je la... Bref. Mais j'en ai des équivalentes de ça. Voilà, donc si on n'a pas trouvé le moyen de prendre des forces et de se reposer avant d'accoucher, il y a des chances pour que ça se complique quand même pas mal après. Et avec un bébé, ben, il y a des règles à suivre. Il faut dormir quand ça dort. Donc leur passage, les repas, ça attendra. Il faut dormir quand ça tète. Il faut fermer les yeux. Et puis, moi j'ai trouvé que la formule magique, et heureusement, purée, que j'ai accouché en Californie où ils étaient pro ça à fond, là où j'ai accouché, c'est dormir avec la bête et l'accrocher au sein pendant la nuit sans ouvrir l'œil. Je veux dire, dès que vous entendez un petit comme ça, vous soulevez, vous pluguez et vous rabaissez et vous ne bougez plus et ça tète. Bon, de l'autre côté, ça fuit. Bon, vous vous retrouvez, bon, mais en général, il faut se mettre la totale. Il faut se mettre de quoi éponger tout ce qui va fuir pendant que ça tète d'un côté. Vous vous retrouvez de toute façon dans le lait caillé le matin. Mais au moins, vous ne vous serez pas réveillé complètement. Hein. Vous saurez que la bête est à côté, en train de téter, qu'il ne se passe rien, tout baigne. Elle est rassurée, vous aussi, vous n'êtes pas complètement réveillé. De toute façon, l'homme à côté, il n'a rien capté, il ne s'est même pas réveillé du tout, il n'a rien entendu. Donc tout va bien et ça peut durer 3 mois comme ça. Bien. Hein, facile. Moi, ça n'a pas duré plus de 3 mois, je crois, de toute façon. Mais c'est génial. Ça permet de ne pas se foutre en l'air les nuits, à devoir se lever comme un zombie et aller voir la bête. Et je sais, je les appelle la bête. Mais c'est affectueux. C'est affectueux. C'est la bête qui vous tient en esclavage. Voilà. Donc ça, c'est un bon truc. Le bébé collé au nichon pendant la nuit, au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas votre nuit complètement foutue en l'air. Si vous ne dormez pas pendant que vous vous occupez de votre bébé, vous n'allez pas avoir assez de lait. Ok. Et vous allez être complètement invivable, imbouffable, et vous allez vous faire une déprime. Donc c'est indispensable de dormir correctement à cette époque-là. Ok. Après ça, évidemment, c'est vrai que pendant des années, si on a été pendant des années aux aguets pour répondre aux miaulements de nos enfants pendant des années, parce que bon, après, quand ils sont dans leur chambre respective, on sait comment ça fait. On a le moniteur là qui fait qu'au moins de petits on est comme un zébulon, comme ça, et on y va. On a quand même du mal à avoir un sommeil à toute épreuve. Et pourtant, il faut quand même se dépêcher d'avoir des bonnes habitudes de sommeil avant, encore une fois, cette chère préménopause, parce qu'à mesure que les femmes vieillissent, et ben, les changements de physique et hormonaux, ça rend leur sommeil de plus en plus léger et de moins en moins sain et réparateur. Alors, c'est là que les troubles du sommeil deviennent de plus en plus fréquents. Et les femmes se réveillent de plus en plus la nuit, de plus en plus fatiguées pendant la journée, et évidemment, ben, avec les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, ça ne simplifie pas les choses. Hein. Alors, pendant les années de ménopause, il y a aussi le ronflement aussi. Mais bon, que nous, on ronfle, parce qu'en ménopause, à la limite, on s'en fout, c'est secondaire. Mais que la bête, l'autre, la plus grande, à côté, ronfle aussi, ça fout en l'air tout. Il faut impérativement, tant pis si vous faites chambre à part pendant un certain temps, mais il faut que vous puissiez dormir correctement. Une fois que vous avez réglé votre problème de sueur nocturne, de bouffée de chaleur, éventuellement d'angoisse et de mauvaise qualité de sommeil, ben après vous voyez, mais vous ne pouvez pas vous permettre qu'au moment où, ça y est, vous êtes sur le point de recommencer à vous endormir, il y a un ronflement strident, quelque chose qui fait tout vibrer le lit, etc., qui vous... non, vous ne pouvez pas. Le devoir conjugal, c'est une chose, mais votre santé mentale et physique, ça passe avant tout le reste. Okay, donc, il ne faut pas hésiter. Dans ces cas-là, vous privilégiez votre sommeil à vous.
Donc, on va décortiquer ça. Alors, c'est vrai que la préménopause, c'est tout un programme. Moi, j'ai quand même compris qu'il n'y a pas 36 façons de s'en sortir. Si on ne veut pas avoir une mine ravagée et faire le double de son âge en 2 secondes, il faut quand même dormir au moins 8 heures par nuit, hein, pas par semaine. Il faut se coucher impérativement quand on est fatigué. Tant pis pour le film. Hein. Les films, c'est pas notre vie. Rappelez-vous un truc. Okay, les miens, ils sont habitués. Hein. Ma fille, oh, on se fait un truc en famille. Oh, tu veux voir quoi? Oh, je m'en fous, faites ce que vous voulez. De toute façon, je sais que je ne vais pas durer 10 minutes. Ou je m'endors contre l'homme devant la télé sur le canapé. De toute façon, je vais devoir me réveiller pour aller me coucher. Maintenant, je ne me fais plus avoir. Dès que je sens que ça y est, je tombe, bing, je m'en vais direct. Hop. Il faut privilégier son propre sommeil. Il faut avoir ça à l'esprit en permanence. Il y a aussi qu'il faut finir le repas du soir avant 19h. Ok. Il faut... Oui, alors ça, les Français de ce côté-là, ça me rappelle cette histoire, je crois que j'ai dû déjà raconter ça, mes premiers contacts avec les habitudes américaines par rapport à ça, c'est pas mal. Donc, il faut absolument finir son repas du soir avant 19h et bon, j'en reparlerai, je vais décortiquer ça plus tard. De toute façon, il ne faut pas consommer d'alcool, de toute façon. Il faut prendre un bain aux huiles essentielles avant de se coucher. Il faut bosser sur son hypophyse la plupart du temps. Et il faut s'assurer qu'on n'a pas une infection bactérienne ignorée. Mais surtout, il faut soigner sa libido. Donc, je vais tout vous expliquer en long, en large, en travers. Pour moi, il n'y a aucun doute. Le simple fait de ne pas dormir au moins 8 heures par nuit, ça vous met sur la pente de toute une liste de déséquilibres qui vont s'auto-alimenter. Bon, d'accord, il y a le teint, bon, les rides, bon. Mais il y a surtout le manque d'énergie, l'irritabilité, l'humeur dépressive, la difficulté à apprendre, l'incapacité à se concentrer, le stress chronique et j'ai envie de dire la fibromyalgie. Si vous ne dormez pas hyper profondément à un moment donné dans la nuit, votre système nerveux ne peut pas se réparer. Okay, et là, c'est la pente vers... C'est une merde, la fibromyalgie. Okay, c'est un des trucs les plus envahissants, pénibles et difficiles à réparer qui existent. Alors qu'au départ, il suffit de se contenter de ne pas avoir, de ne pas se foutre dedans avec le sommeil. Alors je sais, quand on est infirmière, c'est la croix. Mais du coup, il faut trouver le moyen. Justement, je pense que là, les huiles font toute la différence parce que les huiles et des massages réguliers, ça vous permet de rentrer dans ce niveau de réparation, de décontraction hyper profonde. Okay, et il faut régulièrement atteindre ça. Sinon, vous ne vous donnez pas à votre corps les moyens de se réparer. Hein. Si ça fait trop longtemps que vous n'avez pas assez dormi, et que vous passez outre, mais c'est vrai, je veux dire, on l'a toutes fait ça, je veux dire, le coup de... Quand on n'a pas d'éducation par rapport à ça, tant qu'on tient, on tient, ok. C'est vrai qu'il y a quand même des risques, il n'y a pas que la fibromyalgie, hein. Quand on ne dort pas assez, on se fout en l'air un tas de trucs, on se fabrique des maladies auto-immunes, on se fabrique des maladies chroniques, c'est la pente vers le lupus, l'encéphalomyélite, hein, ça c'est un nom à la gomme, mais voilà, c'est le syndrome de fatigue chronique. Hein. Et puis évidemment, je veux dire, les histoires du type Hashimoto, mais vous croyez que ça vient d'où? Ça vient d'un stress chronique qui s'est installé aussi par manque de fatigue, manque de sommeil, pardon. Ok. Donc moi j'ai tout un webinaire consacré à la fibromyalgie si ça en intéresse. Je l'ai sur ma chaîne YouTube, mais je dois l'avoir un peu partout. Je pourrais toujours vous donner le lien. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui vont décrépir, qui vont s'installer parce que vous ne dormez pas. Le fait de manger trop et trop tard. Alors ouais, c'est là, oui. Ça me rappelle
ça faisait pas longtemps que j'étais en Californie et j'étais enceinte jusqu'au trou de nez et on avait emménagé dans un coin qui était assez planqué comme ça. C'est une sorte de cul-de-sac. Ça existe beaucoup ici et puis du coup, bah, comme on venait d'arriver, il y a la voisine d'en face qui était aussi enceinte jusqu'au trou de nez d'ailleurs, qui m'avait invité à un barbecue. Et moi, j'ai pas pensé une seconde. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas si elle m'a donné une heure, cette nana. Mais enfin bon, j'ai pas pensé une seconde que je puisse aller chez elle en milieu d'après-midi, quoi. Jamais. Bref, moi, quand j'ai débarqué là-bas, ils étaient tous en pyjama en train de se mettre au lit. La grosse honte. Ça a réglé mes rapports avec elle tout de suite, ça. Bref, et non, bon, c'est vrai que depuis, moi, j'avais pas compris pourquoi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils mangent tous aussitôt là-bas. Mais, enfin ici, mais en tout cas, ils ont raison, parce qu'il faut avoir mangé avant 19h, il n'y a rien à faire. Et puis le moins possible. C'est vrai qu'il y en a beaucoup il y a des Américains ici, leur habitude, c'est d'aller s'emmener un snack avant d'aller au dodo. Ça, c'est une connerie par contre aussi, il ne faut pas faire ça. Mais non, il faut pas manger, pas boire d'alcool, manger le plus léger possible et le plus tôt possible et, euh, et se coucher dans la foulée, je dirais presque. Non, mais après manger, il faut aller se prendre un bain aux huiles, ok. Et à ce moment-là, euh, si alors oui, j'ai oublié de vous dire pourquoi il ne faut pas boire d'alcool non plus, parce que l'alcool va se transformer en sucre en plein milieu de la nuit, bing. Ça va vous bing, vous faire vous réveiller d'un coup là. Puis il y en a qui me disent oui, je comprends pas, tous les matins entre 1h et 3h, je me réveille. Ça c'est étonnant quand même. C'est le foie, c'est un méridien, hein. Il y a une histoire de méridien. Enfin, je peux vous faire un cours maintenant sur les méridiens en plénitude, au maxi, en pleine nuit. Mais c'est clair que si, si vous consommez quelque chose qui tape sur le foie et que vous vous réveillez entre 1h et 3h du matin, il ne faut pas se demander d'où ça vient. Il y a ça et le fait que bon, l'alcool, non seulement ça tape sur le foie, mais en plus ça se transforme en sucre. Donc, ça vous fait un rush comme ça de glycémie à ce moment-là, au moment de l'assimilation, de la digestion, du passage par le foie. Et automatiquement, bah, vous ne dormez pas, quoi. Sur le moment, ça vous relaxe peut-être, mais ça va vous réveiller en pleine nuit. Donc, c'est complètement idiot. Il vaut mieux, de loin, utiliser le miracle du bain aux huiles, les filles. Bon, j'espère que vous avez aussi toutes des baignoires, parce qu'avoir que des douches, c'est vraiment pas marrant. La baignoire, c'est thérapeutique. Donc là, je vous ai mis petite recette pour bain aux huiles. Alors, il y a des huiles qui sont particulièrement anti-stress, décontractantes, donc c'est lavande vraie, camomille, romaine, orange, mandarine, vétiver. Il y a les anxiolytiques franchement ramollissantes, comme l'encens de Liban, sauge clarée, angélique racine, nard de l'Himalaya, néroli. Et donc, vous pouvez combiner tout. Vous ne pouvez pas les mettre toutes. Non, vous faites une sélection là-dedans. Hein, vous avez l'essentiel de l'équilibre pour ça. Et vous allez regarder lesquels vous... moi, personnellement, là-dedans, je crois qu'il n'y a pas une nuit où je ne me mets pas d'angélique racine, donc il faut dire que c'est ma préférée. Et aussi que, bon, comme je travaille sur mon méridien de la rate, ça fait partie des huiles de la rate. Moi, c'est angélique racine. Et j'utilise surtout, c'est pour le triple réchauffeur aussi. Triple réchauffeur, angélique racine, obligé. En ce moment, avec les histoires les problèmes d'anxiété que certaines peuvent avoir, bon, on ne va pas critiquer, hein, c'est leur problème. Hein. C'est l'encens d'oliban qu'il faut se mettre. Hein. L'encens d'oliban, le nard de l'Himalaya est génial pour ça aussi. Hein. Bref, là, vous avez une petite liste d'huiles qu'il faut vraiment privilégier avant d'aller au dodo. Soigner son hypophyse. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi je parle de l'hypophyse, moi, là. Alors ça, c'est pas un truc que j'ai appris en classe, c'est un truc que j'ai appris petit à petit, oui, que j'ai appris avec ma pratique. Alors, c'est vrai que j'en ai beaucoup, moi j'ai des femmes qui viennent me voir pour un tas de trucs, et puis encore une fois, pour
cette mode. Je sais pas pourquoi tout le monde se fait diagnostiquer un syndrome d'Hashimoto, quoi. Tout le monde a un problème de thyroïde. Mais c'est vrai que bon, à partir de la préménopause, on a les hormones qui ralentissent sur plein de plans, et donc automatiquement, on va avoir la thyroïde aussi qui ralentit. Okay, mais tout ça, ça dépend du patron. Et le patron, c'est l'hypophyse, c'est là. Okay, donc ça sert à rien d'aller se dire qu'est-ce que je vais faire pour ma thyroïde, qu'est-ce que je vais faire pour... Non, il faut aller bosser directement chez le patron. Hein. Alors là, si je vous explique voilà, que bon, des symptômes du genre maux de tête, dépression, déséquilibre d'humeur, colère, perte de mémoire, perte de sommeil, dysfonction sexuelle, léthargie, tout ça, ça vient d'un dysfonctionnement de l'hypophyse. Okay, et la plupart du temps, le simple fait de bosser sur l'hypophyse, qu'est-ce que ça change tout. Mais qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. On revit. Voilà. Par contre, bon, c'est pas un truc que... Bon, je vous le dis, pour que vous puissiez, vous, si vous êtes suivi par quelqu'un, lui dire, au fait, et mon hypophyse, qu'est-ce qu'on fait pour mon hypophyse? Il y a quand même plein de thérapeutes qui savent bosser sur l'hypophyse, ok? Il y a des tas de techniques qui bossent sur l'hypophyse. Moi, mes clientes, elles ne passent pas au travers, elles y ont droit à l'hypophyse, systématiquement, ok? Donc, bon, c'est pas... Malheureusement, c'est pas un truc, je peux pas vous dire, tiens, ça, voilà, cool, ça va bosser sur ton hypophyse. Quoique, si, il y a quelques huiles qui... et encore. Il faudrait que je regarde. Mais de toute façon, dans ces cas-là, il vaut mieux demander à quelqu'un qui s'y connaît pour faire ça, parce qu'il faut le faire régulièrement quand même. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il vaut mieux aller directement chez le patron plutôt que d'aller mettre des sparadraps sur la source, une source de problèmes de sommeil hormonal, okay, qui en général, effectivement, la thyroïde. Il faut aller ici, chez le patron. Le patron, c'est l'hypophyse. Ok. Maintenant, il y a plein de femmes qui ont des infections, qui ont des problèmes bactériens et qui ne le savent même pas. Alors, moi, ce que je vois de plus courant, évidemment, c'est l'infection vaginale et surtout candidosique. Moi, je ne compte pas les clientes que j'ai et qui m'ont dit qu'elles ont été chez le gynéco à cause de pertes. Alors, il y a des trucs, mais j'entends ces machins qui me font hurler, quoi. Elles vont chez le gynéco parce qu'elles ont des pertes bizarres. Et ce que j'entends le plus courant, c'est le gynéco qui leur dit, mais bon, revenez dans 3 mois s'il y en a encore, mais bon, basiquement, c'est parce que vous l'avez trop. Excès d'hygiène, quoi. Mais le truc, mais n'importe quoi, quoi. Il y a des gynécos, on se demande où ils ont chaud. Enfin bref, on va pas tergiverser là-dessus. Mais c'est si vous ne savez pas certaines choses et si vous n'êtes pas capable de vous prendre en main un tout petit peu à ce niveau-là, eh ben, vous vous compliquez la vie quand même considérablement. C'est quand même vachement important de pouvoir vous agir à certains signes. Okay, il y a des signes qui s'apprennent. Moi, j'enseigne ça tout le temps. Une fois qu'on les sait, moi, j'ai des élèves, mais je suis admirative parce qu'elles ont les bons réflexes. Elles savent maintenant. Elles me disent, oui, bah, alors, je vois, j'ai fait ça. Bah, tu vois, mine de rien, j'ai vu que j'avais ça. Alors, j'ai fait ce que tu as dit, j'ai fait ça. Et alors, bah, ça va. Voilà. Bon, il y en a plein qui merdoient un certain temps, mais finalement, au bout d'un moment, elles finissent. Mais c'est vrai que c'est vachement difficile d'extirper des automatismes d'une femme, le fait de se dire qu'elles sont trop bêtes ou trop débiles ou trop impuissantes, je ne sais pas quoi, pour prendre les bonnes décisions quand ça les concerne. Il faut quand même que ça change. Hein, ça. Bref, il y a quand même pas mal de... Alors, à titre d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai mon webinaire sur la santé intime des femmes. Je vous en mets une tartine là-dessus. Hein, je vous donne plein de solutions d'ailleurs. Et bon, je vous parle de toutes les formes de vaginite, bon, comment
comment essayer de les reconnaître. Enfin, il y a plein de façons de les reconnaître, hein, de toute façon. Mais il faut que vous sachiez reconnaître certains signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille indépendamment de ce qui est purement visible. Hein. Donc la nervosité, par exemple, l'anxiété, ça c'est des signes classiques. Quand vous ne savez pas d'où ça vient, que ce n'est pas forcément hormonal, bah, la plupart du temps, c'est bactérien. La mauvaise estime de soi, c'est con hein, quand même, hein, mais ça vient de là aussi. La fatigue, l'apathie, la dépression, le manque d'énergie. Alors évidemment, à l'origine de ça, la plupart du temps, c'est des infections dont on pourrait se passer, mais qui sont transmissibles, comme le trichomonas, l'herpès vaginal, le chlamydia, la gonorrhée, la vaginite candidosique. Voilà. Ça, c'est les cas de figure les plus classiques et qui font que, bah, au bout, on va avoir des symptômes à la gomme qui vont depuis la nervosité jusqu'au manque d'énergie, des problèmes de sommeil. Il faut le savoir, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas un traitement contre le sommeil qui va vous résoudre ça. Et puis, soigner sa libido, ça change tout aussi pour dormir. Alors, vous savez peut-être que la diminution de la libido, c'est un problème quand même courant chez les femmes. En fait, il y a une estimation. On pense que près du tiers des femmes âgées de 18 à 59 ans souffrent d'une faible libido. Et il est normal que les femmes connaissent des fluctuations de libido, hein, ça tout le monde le sait. Ça peut être causé par un tas de trucs, du stress et puis surtout des variations hormonales. Mais vous allez me demander quel rapport avec le sommeil, hein. Et ben, c'est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Parce que bon, il y a une étude hein, qui montre qu'il existe un moyen simple pour les femmes de remonter leur libido, bah, c'est de dormir plus. Mais qu'est-ce qui facilite une bonne nuit de sommeil bien décontractée? Un petit peu de gym ou dodo. D'ailleurs, en ce moment, c'est le moment idéal. Hein, si vous êtes confiné, alors méfiez-vous parce que chez les Chinois, le confinement a entraîné pas mal de divorces. Hein. Il vaut mieux mettre ça, il vaut mieux tirer parti de la situation et régler vos problèmes avec des. D'ailleurs, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que j'allais vous dire. Je vous explique comment remonter votre libido dans quasiment un module tout entier de santé intime, mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que effectivement, dans santé intime, je vous en parle parce que je le rouvre à début avril, en douce, vous avez quand même tout pour mettre à plat et résoudre vos problèmes éventuels de couple. Et ouais, parce que là, vous devez mettre votre partenaire est quand même pas mal mis à contribution. Et si vous n'avez pas de partenaire, ce que je vous explique là-dedans, c'est la meilleure façon d'en attirer un, celui qui vous convient le mieux. Mais ouais, bosser sur la libido, c'est un extrêmement bon moyen de se fabriquer du sommeil de bonne qualité, hein, et vice-versa. La poule et l'œuf, mais c'est pas à négliger. Et en tant que femme, on gagne à tous les niveaux d'avoir un bon sommeil, une bonne libido et un partenaire qui ne nous prend pas la tête. Hein.